Donc pour la suite de cette matinée, donc je rappelle que la thématique c'était s'engager pour demain. On a décidé de voir avec 3 acteurs de secteurs différents comment en fait on pouvait s'engager. Et dans cette optique, j'ai demandé à Laurane Germont de venir témoigner au nom du monde de l'art et de la culture. Parce que Laurane a créé il y a 11 ans déjà, ou co-créé, on va voir, Coal, qui est connu pour un prix, mais qui n'est pas que un prix. Et vous êtes très engagé en fait auprès de la défense de l'environnement et de valeurs sociales. Peut-être que vous pouvez nous présenter d'abord ce que c'est que Coal. Oui, tout à fait. Donc effectivement, Coal, c'est une association qu'on a créée il y a 11 ans avec Loïc Fell, qui est à la fois docteur en épistémologie des sciences, donc il avait déjà toute sa thèse sur la réflexion sur l'esthétique verte, c'était un vaste sujet, et qui est expert en développement durable, et Clément Villemain, qui est paysagiste, et moi-même qui suis commissaire d'exposition. Et donc on a créé ce projet avec vraiment cette conviction, donc ça fait déjà en 2008, avec l'idée de se dire à l'époque, finalement, on avance de plus en plus de solutions techniques, politiques, financières, scientifiques, etc. Mais finalement, est-ce qu'il manque pas le moteur essentiel qui est celui de la représentation, celui de l'imaginaire, et comment on peut travailler sur un autre récit commun, un autre imaginaire collectif, replacer au centre des valeurs telles que la créativité, la sensibilité, l'imagination, l'inventivité, au centre de cette transition et comme l'un des moteurs de cette transition. Et donc, est-ce que finalement les artistes pourraient pas aussi contribuer à ce mouvement de société et donc c'est ainsi qu'on a créé Coal. Donc avec cette idée comme ça un peu folle de se dire on va mobiliser des artistes, des acteurs culturels sur ces questions. Et voilà. Et donc on a commencé effectivement par créer un prix. Parce qu'à l'époque aussi, il n'était pas si simple d'identifier les artistes, donc on peut quand même constater que les choses ont beaucoup évolué en une décennie. Mais ce prix permettait à la fois donc d'identifier les artistes via un appel à projet, puis de légitimer aussi cette problématique au sein des milieux de l'écologie et de la culture, qui n'était pas forcément acquis d'avance. Donc l'écologie était plutôt toujours sensible à cette approche, mais avec une grande méconnaissance de ce que les artistes et les acteurs culturels pouvaient proposer, pouvaient apporter aujourd'hui. Et les acteurs culturels étaient parfois aussi un peu fermés à l'idée d'un art potentiellement instrumentalisé, des artistes utilisés pour le bénéfice d'une action tierce, quoi. Donc voilà, donc ce prix s'est bâti au fur et à mesure, et donc aujourd'hui c'est un prix qui est bien installé, bien reconnu. On fait des éditions spéciales aussi selon les thématiques. On a travaillé avec Agnès B et Tara Expédition en 2015 sur la question des océans. Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, a remis le prix en 2016 dans un mouvement post-COP21. Et puis cette année, on travaille sur la question des déplacements liés au climat et aux catastrophes. Donc c'est un grand sujet aussi notamment de politique internationale, avec la plateforme for Disaster Displacement, qui est une plateforme intergouvernementale qui accompagne les États, qui fait avancer en fait les cadres légaux dans les accords internationaux sur la prise en compte de cette question de déplacement des populations et des cadres légaux qui peuvent encadrer cette question cruciale. Et donc là, ce prix, on le remettra cette année pendant la COP25 au Chili, dans le pavillon français. Vous avez d'autres missions aussi en dehors de ce prix? Vous faites aussi du commissariat, vous travaillez pour d'autres... Donc, exactement. Donc le prix, c'est un peu notre fil conducteur et notre première action. Mais aujourd'hui, ce qui nous occupe le plus finalement, c'est surtout du commissariat d'exposition, de l'accompagnement de projets culturels. On travaille beaucoup pour les territoires, pour des lieux d'art également, sur des thématiques donc très vastes dans le champ du développement durable et de l'écologie. Donc actuellement, par exemple, on fait une exposition sur la thématique du vent à la Sucre à Dunkerque, qui finalement un peu aussi une manière d'aborder cette question de la reconnexion aux éléments, de la revalorisation d'éléments naturels qui ont été un peu négligés. Et c'est évidemment aussi en lien avec la naissance du premier parc offshore éolien qui va être construit ces prochaines années au large de Dunkerque. On travaille avec le parc régional du Haut-Jura sur vraiment un programme de résidence très, très intéressant, à la croisée donc de la science, des usagers du territoire et de la conscience collective. Le programme s'appelle Nature in Solidum, c'est-à-dire vraiment comment on est pieds et poings liés les uns les autres avec notre milieu. Et donc des artistes s'emparent de problématiques très concrètes qui sont la gestion forestière et son adaptation face au changement climatique, la pollution de la rivière de la Bienne. Enfin, on est vraiment face à des sujets très précis. Et les artistes, avec leur singularité, viennent se frotter à ces questions dans le cadre d'une commune, sont souvent des villages, et interagissent avec les scientifiques du parc régional, et donc apportent un regard différent, une sensibilité qui apporte à ces sujets.
Voilà. Et puis après, bon, là, on a fait. Et puis le troisième volet qui est important aussi, c'est toute la question justement d'un plaidoyer pour la place de la culture dans la société en général et en particulier sur ces questions-là. Et ça nous a amené notamment en 2015 à faire l'agenda culturel de la COP21. Donc on a mené tout un grand programme qui s'appelait ARCOP21 qui avait pour vraiment mission de rendre visible en fait la multiplicité des propositions artistiques et culturelles qui existent, mais qui souvent manquent de relais, qui petit à petit font leur chemin, mais qui ne sont pas toujours reliés par les grandes institutions culturelles ou financées également, et donc permettre d'avoir un moment, un coup de projecteur sur la diversité de la proposition. Et donc on avait plus de 600 événements inscrits à cet agenda, et puis on a mené un certain nombre d'actions à Paris, dans des lieux, au Muséum d'histoire naturelle, à la Villette, à la Gaîté Lyrique, avec des temps forts pendant la COP21. Et du coup, moi, parce qu'en fait, quand on parle comme ça d'art et d'environnement, on se pose la question à la fois de comment les artistes peuvent appréhender cette question-là. Est-ce que c'est les artistes qui sont d'abord concernés par ces questions d'environnement ou un peu plus large? Est-ce que c'est des gens qui y viennent via les problématiques? Est-ce que c'est comment ça se passait des propositions? Enfin, comment est-ce que ça se crée cette Globalement, c'est vrai que les artistes avec lesquels on travaille au quotidien sont souvent des gens qui sont tout simplement personnellement concernés. Enfin, avant des artistes, c'est des citoyens comme qui ont envie de donner du sens à leur pratique, à leur vie, à leurs convictions. Donc très souvent, c'est quand même très incarné dans leur pratique et c'est pas du jour au lendemain. Enfin, il peut y avoir, mais globalement, c'est quand même plutôt un investissement profond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus quand même. Alors après, il y a la question d'aborder ces sujets, il y a la question d'une manière, c'est comme une porosité naturelle qui est finalement la fonction de tout art, enfin même la façon de faire de chaque artiste, de s'imprégner de son environnement, de son époque. Ça, on constate que c'est quand même de plus en plus présent via le prix Goal. C'est vrai qu'on a une belle photographie de ce qui se passe, qu'on a à peu près 400 dossiers chaque année du monde entier, donc on voit comment en 10 ans la qualité des dossiers est arrivée, et puis comment les jeunes artistes sont de plus en plus nombreux à traiter de ces questions, à les intégrer. Après, il y a une différence aussi entre parler de certains sujets ou travailler dans la nature, etc., et puis vraiment accéder à une approche plus fine de ce que c'est que la complexité du vivant, de ce que c'est que l'écologie, etc. Donc après, il faut aussi gagner en connaissances, et c'est souvent aussi des artistes qui collaborent beaucoup avec les scientifiques. Donc là, il y a la question du vivant, j'en parlais de la question du vivant. Alors c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup cette année parce que donc en juin prochain, en juin 2020, vous savez peut-être qu'il y aura le congrès mondial de la nature de l'UICN qui aura lieu à Marseille. Donc c'est un grand sommet international qui aura un peu les mêmes répercussions que la COP21 en son temps, mais sur la question de la biodiversité. Et donc ça a lieu en France. Le gouvernement s'investit beaucoup pour faire monter en fait à la fois la conscience des enjeux liés à la biodiversité et enclencher des programmes. Et donc nous, dans la continuité d'Arc 21, le ministère de l'écologie nous a demandé de lancer une saison culturelle sur la biodiversité, qui s'appelle Vivant. Donc on va de la même manière animer cette scène, mais avec vraiment l'idée de créer du lien entre les acteurs de conservation de la nature et les artistes. Et donc pour revenir à faire des exemples, c'est vrai que je réfléchissais à trois exemples justement sur la question du vivant, parce que tu me demandais hier si tu devais me dire par exemple 3 manières de s'emparer de cette question du vivant. Il y a par exemple, alors là je pense à 3 projets qui sont en développement en ce moment. Il y a donc Stéphane Perrault par exemple qui présente une pièce, donc il est rentré en lien avec justement des équipes scientifiques du Muséum d'histoire naturelle et du parc du Haut-Jura avec lequel on travaille, sur la question de la biodiversité sonore. Donc le muséum a démarré un grand programme assez inédit d'écoute de la biodiversité sonore pendant 10 ans, donc avec vraiment un principe de captation très précis. On pourra dans 10 ans étudier l'évolution de ce paysage sonore qui dit beaucoup sur les questions du vivant. On se rend compte quand on écoute ces bandes qu'on entend finalement beaucoup des bruits humains, alors qu'on est en plein milieu de la forêt, fin fond de la montagne. Donc déjà, c'est une vision qu'on n'avait pas forcément, qu'on ne se représente pas nécessairement. Et donc là, Stéphane Perrault, il prépare une œuvre pour la Nuit Blanche au Collège des Bernardins à partir de ces sons. Il va imaginer avec des scientifiques, avec des éco-acousticiens, 3 scénarios de l'évolution de la biodiversité dans 10 ans. Donc il y a le scénario si on fait rien, et qu'on va vraiment pouvoir vivre cette extinction sonore du vivant. Le scénario, si on fait beaucoup. Et donc voilà, ils ont comme ça imaginé 3 scénarios possibles, mais qui vont se répercuter par le son. Et ça, c'est très important parce que ça donne
vraiment la capacité à se représenter des choses qui sont du champ de l'invisible, qui sont du champ du complexe, de l'imperceptible. Et donc les artistes, évidemment, peuvent avoir cette capacité à traduire des champs qui sont impalpables pour la plupart d'entre nous. Et puis il y a ici la question, alors là je pense à un autre projet, il y a tout le champ qui est celui du lien social, du participatif, de ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle dans l'art, il y a un courant qu'on appelle la sculpture sociale. Donc c'est-à-dire vraiment on va travailler sur la question du lien et comment reconnecter ce lien entre humains, mais aussi avec notre environnement naturel, avec les éléments. Et là, par exemple, il y a un artiste avec lequel on travaille beaucoup qui s'appelle Thierry Boutonnier, et on mène actuellement un projet pendant 10 ans qui s'appelle Appel d'air, qui est en lien avec le chantier des gares du Grand Paris Express. Et là, c'est un projet de pépinière citoyenne. En fait, les arbres des futurs parvis des gares, plutôt qu'ils grandissent en pépinière, comme selon les standards très précis du vivant dans la ville, ces arbres en fait grandissent dans une pépinière sur une friche en fait à Nanterre, et c'est des habitants du Grand Paris qui ont adopté les arbres et qui pendant 10 ans vont en prendre soin. Et donc c'est une réflexion, à la fois ça crée de la transmission de gestes horticoles, ça crée de l'attachement avec des éléments naturels, et puis ça crée une réflexion aussi sur la place du vivant dans la ville, comment le traite comme un objet mobilier. Ça permet de soulever des questions fondamentales sur la façon dont est conçue même la ville, parce que par exemple les arbres arrivent... Ce projet nous a permis de redimensionner ces techniques, mais finalement c'est là qu'on voit que ça peut aboutir à des choses très concrètes, redimensionner la taille des fosses des arbres. Parce que finalement les plans des architectes montraient des arbres sublimes sur les parvis des gares, sauf qu'en fait avec la taille des fosses, ces arbres ne peuvent pas dépasser 30 ou 40 ans de vie. Et alors que les dessins, c'est des arbres qu'on s'entend. Donc déjà ça met en évidence la façon dont finalement le vivant arrive toujours à la dernière limite quand tout le monde a déjà préempté le terrain. Voilà, donc ça c'est pour montrer aussi que ça travaille sur le champ du symbolique, mais ça travaille aussi parfois sur des choses très concrètes qui peuvent vraiment se traduire dans les projets. Et justement, alors juste pour conclure, en t'écoutant parler, je me demandais sur 10 ans, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les sujets de choix? Parce qu'aujourd'hui on pourrait se dire il y a des sujets qui doivent être un peu bateaux, il y a des sujets qui ont dû émerger, il y a des sujets qui ont peut-être disparu. Est-ce que tu as constaté quelque chose dans le choix des artistes? Alors, ça va être peut-être parfois un regret. Il y a quelque chose de positif et quelque chose, on va dire, pas négatif, qui pourrait être mieux, on va dire. Sur la question positive, c'est vrai que, c'est ce que je disais un peu, très clairement, il y a un engouement, on va dire, il y a un intérêt croissant chez les artistes, il y a un intérêt croissant chez les institutions culturelles. Il y a une prise en compte du champ de la culture qui n'existait absolument pas il y a 10 ans, qui aujourd'hui émerge. Parce que par exemple, là, sur le Congrès mondial de la nature, c'est assez intéressant parce que 1 an avant, les organisations officielles du Congrès, on lance un appel à projet pour la culture. Alors que pour la COP21, 1 an avant, il n'y avait rien de prévu pour la culture. Ils n'avaient même aucune idée qu'il y aurait des propositions culturelles. Et à la va-vite, quelques mois avant, a été créée une commission parce qu'ils recevaient tellement de propositions culturelles dont ils n'avaient jamais envisagé que ça allait arriver, qu'ils ont dû créer une commission pour les évaluer. Donc c'est intéressant de voir que 3 ans après, ils ont planifié déjà la commission culturelle. Donc ça montre quand même une évolution des mentalités. Et on voit beaucoup d'acteurs des territoires, etc., qui aujourd'hui, sur la question des inondations, sur la question des plein de sujets finalement auxquels c'est intéressant aussi de voir que quand les acteurs politiques et publics se trouvent démunis, parce que finalement, à un moment donné, il n'y a pas de solution. Par exemple, le plan Rhône, c'est intéressant sur la question du plan Rhône. La région, elle lance un appel à projet aux artistes parce qu'il n'y a pas de solution contre le risque d'inondation du plan Rhône. La seule solution, c'est de se préparer mentalement. Mais il n'y a pas de solution technique. Donc on se dit, les artistes vont peut-être nous aider à se préparer mentalement. C'est un peu comme les déchets nucléaires et Bure. C'est pareil, l'ANDAM, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets nucléaires, pareil, il n'y a pas de solution pour les déchets nucléaires. Donc on se dit peut-être les artistes vont avoir une idée pour la transmission de la mémoire dans 300 000 ans. Peut-être que les artistes auront une idée. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Donc il y a cette chose-là qui progresse vraiment. Après, je pense qu'il y a vraiment un déficit de formation. Il y a des volontés au ministère de la Culture, mais je pense que c'est vraiment très naissant sur la question de la formation des artistes dans les écoles d'art. C'est quand même qui historiquement sont assez rétives à l'idée de l'engagement, et qui sont très fermées à ces. Pas tout. Il y a des écoles évidemment qui se distinguent, mais globalement, c'est pas la culture dominante. Et du coup, les artistes sont volontaires, mais pas forcément très connaisseurs, en fait. Et donc, souvent, effectivement, malheureusement, les sujets sont toujours un peu les mêmes. L'année dernière, on était hyper contents d'avoir une artiste qui était... qui finalement n'avait peut-être pas un parcours le plus spectaculaire ou le plus important, mais qui s'intéressait à la question du phosphore.
Le phosphore, c'est un enjeu crucial. L'épuisement des ressources en phosphore, c'est un des pires drames actuels, et personne ne le sait, personne n'en parle. Voilà. Alors qu'effectivement, on va avoir des sujets récurrents qui sont plus facilement abordés par les artistes. Donc voilà, il y a peut-être, s'il va y avoir un module, d'éveil pour essayer de comprendre. Effectivement, plus d'éveil, plus d'ouverture, mais après, ça veut dire plus de programmes dédiés, plus d'interactions art et sciences, plus de... Voilà, c'est aussi évidemment une question c'est pas forcément facile quand on est un jeune artiste, de s'emparer finement de ces sujets quand on n'a pas de lien direct avec ces environnements. Donc c'est pour ça que ce qu'on essaie de faire avec Vivant aussi, c'est d'accentuer les collaborations entre acteurs de conservation de la nature et acteurs de la culture. C'est vraiment l'objectif de cette saison Vivant, avec cette première échéance du congrès, mais plutôt plus tard, ce qu'on vise avec le ministère de l'écologie, c'est vraiment parce que les acteurs de la conservation de la nature se retrouvent finalement eux aussi assez démunis, parce qu'ils ont des missions de sensibilisation, d'éducation, de préservation, qui savent pas, pour laquelle finalement ils manquent d'outils également. Et de l'autre côté, on a des artistes qui finalement ont envie de s'engager, mais qui manquent de connaissances. Donc comment arriver à faire en sorte qu'il y ait une meilleure rencontre de ces acteurs qui ne se connaissent pas en fait, et pour lesquels il n'y a aucun cadre de rencontre à l'heure actuelle. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. Et pour ceux qui ont envie de suivre ce que fait Coal, vous avez quoi comme actualité? Donc on a vu 2020, il y a Marseille, la biodiversité. Voilà. Notre prochaine, il y a le prix Coal, mais c'est l'appel à projet du prix Coal qui est en ce moment. Prochaine exposition sera le 19 octobre à la Halle au Sucre à Dunkerque. Voilà. Et puis là, on mise énormément sur... après, on a régulièrement des ateliers d'appel d'air à Nanterre, mais là, on vient de finir la saison. Vous pouvez un petit peu les jardiner au mois de juillet encore, mais notre prochaine fête, ça sera au mois de novembre pour la transplantation de 43 nouveaux sujets. Et puis là, on va se concentrer vraiment sur Vivant, et là, on prépare plusieurs expositions. On sera commissaire de la Biennale d'Anglet aussi l'été prochain, à partir de fin août. Donc Anglet à côté de Biarritz, donc c'est une biennale sur la plage qui sera elle aussi sur la thématique de la biodiversité donc cette année. Et puis on prépare des actions à Marseille et à Aix-en-Provence à partir du mois de juin. Merci, parce que en fait c'est des sujets que je trouve assez passionnants, de comment est-ce que en fait on peut mettre l'artiste finalement au centre de problématiques qui sont charnières pour notre époque et qui sont assez importantes. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur les artistes si vous avez comment ils peuvent s'engager, ou des questions sur des expositions qui sont en cours? Non. Le phosphore. Le phosphore, en fait, il est exploité pour faire notamment les engrais. Et en fait, c'est un élément qui fait partie du sol. En fait, il y a des terres particulièrement riches en phosphore et qui, en fait, est nécessaire à l'effet chimique du vivant, en fait, pour l'émergence du vivant. Il faut ce phosphore. Alors, je suis pas scientifique, là, du coup, je n'ai plus le détail précis. Au plan moléculaire, le phosphore, c'est la source du vivant, en fait. Et en fait, il y a un épuisement des terres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des crassiers de kilomètres de haut dans des zones, il y en a un peu partout dans le monde, mais il y a des zones plus particulièrement autour de la Russie, Pologne, etc., parce que c'est la zone où l'artiste avait travaillé en l'occurrence, mais il y en a dans d'autres endroits du monde. Et donc, en fait, on extrait des terres, on pompe le phosphore, on se retrouve avec des terres inertes. Et en fait, le phosphore met des millions d'années, au moins des milliers ou des centaines de milliers d'années à se reconstituer. Donc en fait, on épuise des quantités impossibles de terre. Et il y a des zones où ça devient dramatique et on ne pourra pas reconstituer ce phosphore parce qu'en fait, c'est un processus naturel très lent. Et du coup, l'artiste, elle s'en a emparée comment? C'était quoi sa proposition artistique autour de ce projet, tu te souviens? Ouais, alors dans le détail, je pourrais plus redire exactement, mais elle travaille beaucoup sur la question le nom de la mer m'échappe, cette mer du Nord, qui justement, en fait, parce qu'aussi l'épuisement en phosphore, ces crassiers, en fait, rejettent pour le coup, un excès de phosphore dans cette mer. Alors, c'est pas la mer de Baran, mais c'est peut-être la mer, mais c'est pas là, non, c'est en dessous. C'est une mer très fermée, en fait, je sais plus laquelle c'est. Et, désolée pour cette, bref. Et en tout cas, en fait, on voit, et donc, il y a un excès de production de ces micro-particules organiques, de type paramécie, etc. Et donc, en fait, en vision satellitaire, on voit que cette mer est complètement saturée, en fait, en organismes. Donc, voilà. Et donc, il y a des milieux, en fait, qui sont extrêmement enrichis de manière qui sont aussi dramatiques, parce que ça étouffe tout le reste du vivant. Et de l'autre côté, on a des zones qui s'appauvrissent. Et donc, elle travaille beaucoup sur ces images satellitaires, sur toute la question des échantillons, donc elle travaille sur ces images, en fait, d'évolution des courants de l'eau par rapport à la présence de ces micro-organismes dans l'eau. Super. Merci. Merci beaucoup, Laurane. Merci. Merci.